Le centre, Emmanuel Macron en a fait une force politique majeure, au pouvoir en France depuis plus de 5 ans. Un mouvement qui a écrasé la gauche et puis la droite républicaine et qui fait rêver, bien au-delà de l'Hexagone, tous les centres du monde, y compris chez nous en Suisse, avec les Verts libéraux qui montent, et le Parti démocrate chrétien, qui vient d'ailleurs de se rebaptiser le centre. Tiens donc. Mais justement, le centre, c'est quoi exactement? Un conglomérat d'idées piquées de droite et de gauche ou une vraie idéologie à part entière? Quelle est sa modernité et son rôle à ce nouveau centre face à la montée des extrêmes? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Avant de retrouver en fin d'émission Alexandre Kominec pour son point de vue sur la question ni pour ni contre, bien au contraire. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table. Françoise Degois, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Merci beaucoup d'avoir fait le trajet exprès de Paris pour nous rejoindre. Ancienne journaliste politique à France Inter, aujourd'hui éditorialiste et chroniqueuse notamment sur LCI. Vous avez été conseillère spéciale de Ségolène Royal. Vous avez participé aussi au premier gouvernement de François Hollande. Mais vous n'avez pas rejoint les rangs d'Emmanuel Macron, comme beaucoup de vos amis socialistes. Emmanuel Macron, à qui vous venez de consacrer un livre assez peu tendre, L'homme qui n'avait pas d'amis, paru aux éditions Plomb en mars de cette année. Vous soutenez d'ailleurs aujourd'hui le NUPES de Jean-Luc Mélenchon. De la gauche unie. De la gauche unie. Oh. Tout à fait, contrairement à Philippe Ball. Bonsoir. La gauche unie. Enfin bon, on expliquera ça plus tard, oui. Merci de votre présence à vous aussi, Philippe, chaque semaine à nos côtés. Ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter, même boîte. Évidemment, journaliste et sans opinion politique affichée, même si tout de même on devine chez vous une gauche républicaine qui se retrouve chez Emmanuel Macron, enfin davantage. Il a failli se retrouver chez Macron. Ah, alors, donc ça commence. Rupture, ça commence. Hein. Au bout de 2 jours, c'est bien. Ah bah, ça sera intéressant de vous entendre. Et Olivier Meuvely, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi à vous d'être parmi nous. Vous êtes historien, grand spécialiste des partis politiques en Suisse, particulièrement de la droite, mais pas que. Vous avez publié notamment en 2016 La droite et la gauche, hier, aujourd'hui, demain. Essai historique sur une nécessité structurante aux éditions Slatkin. Et le centre dans tout ça, on va voir ce que vous en pensez. Delphine Bachmann, merci d'être parmi nous. Bonsoir. Alors vous, le centre, pour le coup, vous l'incarnez, puisque vous êtes présidente du parti Le Centre, ancien parti démocrate chrétien à Genève, un parti que la micro-victoire d'Emmanuel Macron inspire très probablement. En tout cas, vous allez tenter à votre niveau de mettre en marche sa victoire à Genève, puisque vous briguez un siège au gouvernement pour les prochaines élections de 2023. Et Alexandre Chevalier, bonsoir. 2 sièges. Vous êtes... Mais j'en brigue bien pour moi. Vous êtes trop mince pour en briguer 2 quand même. Hein. Alexandre Chevalier, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Vous êtes à la tête de la section suisse du think tank pro-démocratie Atlas. Vous êtes également militant dans 2 partis, en France les Républicains et en Suisse le PLR, 2 partis qui ne se portent pas tellement bien, surtout en France. Alors est-ce qu'il n'est pas temps pour vous justement de changer d'embarcation puis de rejoindre le bateau de la victoire, c'est-à-dire le centre aujourd'hui? Non, bateau de la victoire, je ne suis pas certain. Non, d'abord pour des questions de cohérence, vous voyez, les Républicains en France, le PLR en Suisse, donc déjà je pense que je suis bien à ma place, et puis je préfère perdre avec mes convictions que gagner pour mes ambitions. Et ça, c'est ce qui s'est passé malheureusement beaucoup dans les gens qui venaient du centre-droit et de la droite dite républicaine en France, qui ont rejoint Macron il y a 5 ans, et puis au fil de l'eau. Moi, ce que je constate surtout, c'est que le centre, et notamment le centre-droit en France, a une histoire qui était utile au sens d'une boussole. Notamment, le centre-droit a souvent été une boussole pour la droite, de ne pas partir trop loin sur les questions de l'extrême droite, de ne pas rejoindre l'extrême droite, de retenir un peu comme ça cette droite qui de temps en temps voulait partir, de retenir aussi sur des questions internationales, européennes, d'ouverture et d'en faire une mixité qui fonctionnait bien. Malheureusement, moi je constate que ce centre-droit, centre-gauche probablement aussi d'ailleurs, ça part probablement vers des extrêmes et des radicalités, n'existe plus vraiment. Moi, je constate, en tout cas chez Emmanuel Macron, un centre qui est un populisme un peu bon ton, un peu à la mode. C'est ni gauche ni droite, c'est en même temps, on en parlera, c'est tout à la fois. Et puis, ça permet finalement d'être un peu dans un espèce de sans idéologie, sans idée, sans programme, de se dire qu'on est là où il faut, à la bonne place. Donc, il y a une espèce de forme un peu de populisme comme ça, du centre, qui n'est plus
un positionnement politique, mais qui est en fait un positionnement géographique qui n'est pas du centre, qui est une espèce de centralisme un peu comme ça. Donc non, ça m'intéresse pas tellement. Moi, je pense qu'il y avait le centre-gauche, le centre-droit, puis aujourd'hui, je crois que malheureusement, il y a un peu le centre-vide. C'est très dur. Hein. Centre-vide, populisme, centralisme, Delphine Bachmann, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous assumez d'ailleurs la comparaison entre le centre suisse et la Macronie? Je pense qu'il y a une différence dans les systèmes politiques entre la France et la Suisse qui fait qu'en Suisse, on retrouve une variété de partis beaucoup plus larges et d'idéologies qui vont avec un système qui n'a pas fonctionné comme longtemps en France, avec une dualité en fait entre le socialisme et le libéralisme. Il faut reconnaître à M. Macron qu'il a su parfaitement effacer un côté comme l'autre de l'échiquier politique au vu du résultat des dernières élections. Je pense que s'il y avait 20 ans, on avait prédit qu'il y aurait moins de 5% tant pour la droite républicaine que pour les socialistes. Personne n'aurait pu le voir venir. Maintenant, au niveau du centre en Suisse, historiquement, on s'est appelé le Parti démocrate chrétien. On est un parti qui a construit la Suisse, qui a fait la Suisse. Alors récemment, vous avez raison, nous avons changé de nom pour nous appeler le centre, puisqu'il devenait difficile d'expliquer aux électeurs la différence entre les valeurs démocrates chrétiennes et la chrétienté au sens de la religion. Donc c'est vrai que nous avons décidé de changer de nom pour avoir un positionnement en termes de nom qui corresponde toujours à nos valeurs historiques, mais qui, en termes de ligne et de positionnement politique sur l'échiquier, soit beaucoup plus clair. Mais justement, le centre, ça ouvre comme la porte à gauche? Non, je ne pense pas. C'est une idéologie qui n'est ni de gauche ni de droite. On a des convictions que l'on porte, des convictions qui nous sont propres, qui n'appartiennent ni à la gauche ni à la droite. Et je pense qu'au-delà du fond, nous faisons de la politique différemment. Si vous regardez, nous avons toujours eu beaucoup d'élus dans les exécutifs, qu'ils soient communaux, qu'ils soient cantonaux. Pourquoi? Parce que simplement, nous savons faire de la politique du compromis et du consensus. Et ça, je pense qu'en Suisse, c'est essentiel. Ça ne veut pas dire avoir des idées moins fortes, mais ça veut dire savoir les porter différemment. Et puis, je crois aussi que nous ne nous enfermons pas. Nous avons cette capacité d'évoluer et d'être à l'écoute parce qu'avoir des convictions, c'est bien, mais s'assurer de décliner ces convictions de la bonne manière pour qu'elles correspondent aux enjeux de la population, on le voit aujourd'hui, les enjeux changent, les enjeux évoluent. Et je crois que l'enjeu pour le centre a été de pouvoir correspondre à ces évolutions et on le fait assez bien. On est devenu un parti qu'on peut qualifier quand même de progressiste, notamment sur toutes les questions de société. Et je suis plutôt fière de faire partie d'un parti qui s'adapte et qui ne reste pas figé dans des dogmes, en fait, contrairement à ce qu'on peut trouver dans les extrêmes. Françoise de Goaz, justement, la Macronie, avec tout le respect que j'ai, moi j'adore cet enthousiasme d'Alexandre et de Delphine, mais je rigole. Vous savez, Mitterrand avait une phrase que j'adore, le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Voilà. Et j'ai toujours aimé cette phrase. Mais à l'époque, il était effectivement de droite, sous Giscard d'Estaing. Non, mais aujourd'hui, de gauche, ça n'existe pas. Voilà, c'est une réalité. Il a l'ambition, justement, d'avoir happé une partie du Parti socialiste. Mais oui, mais après on peut discuter à l'infini des raisons du résultat électoral d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du cimetière, d'une certaine manière, mais on peut gagner sur le plan électoral, mais perdre sur le plan politique. J'aime la situation qui peut être décrite et qui peut être enviée de victoire dans les élections, mais la réalité, c'est que la situation politique en France est un désastre. C'est deux quinquennats, 2 élections de suite que nous avons l'extrême droite au-dessus de 30%. Est-ce que c'était, vous disiez très juste titre, il y a 20 ans, si on nous avait dit que le PS était à 5 et les Républicains à 2 ou à 5, eh bien, on ne l'aurait pas cru. Si il y a 20 ans, on nous avait dit que Marine Le Pen, à 2 reprises, serait finaliste, avec un score époustouflant, au sens le pire du terme en 2017, et encore plus époustouflant cette année, vous savez, voilà. Le centre, la fin d'idéologie, je n'y crois pas. Je pense que c'est pas ou le centre ou les affreux extrêmes, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans ce fameux centre qui serait le cercle de la raison, une espèce de truc assez ouaté où on est progressiste chic, et puis voilà, on fait un peu de la réforme et du social, mais pas trop quand même, parce que faut pas exagérer, on croit au ruissellement, à l'émancipation, on est un peu écolo, mais pas trop. Faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire, eh bien ça, je pense que c'est ça la fin de l'idéologie, et c'est ça pour moi la ruine politique. Et ce que l'on fait passer, ce qu'on met, qu'on rejette aux extrêmes parce qu'on est dans cette espèce de cercle de la déraison, c'est justement ce qui nous tue. Et c'est ce que je pense qui tue véritablement la vie politique et qui tue les aspirations. C'est très intéressant votre question. Vous dites le centre face aux extrêmes. Les extrêmes, évidemment, paraissent extrémistes. Je regarde le programme de Jean-Luc Mélenchon et surtout de la gauche unie, même si ça fait rire mon ami Philippe Val. Je regarde ce programme. Mais ce programme-là, François Mitterrand, si vous le comparez au programme commun de 81,
point, Jean-Luc Mélenchon est un doux centriste, à côté du caractère radical qu'avait le programme de François Mitterrand pour arriver au pouvoir. Donc moi, la réalité, si vous voulez, ce que vous appelez radicalité, c'est tout simplement la gauche dans son combat pour la justice sociale, etc. Mais comme on a tout mis dans une espèce de grand tout, ce grand machin du en même temps, où on est un peu, mais pas trop, tout en étant moyen, tout en étant raisonnable, ce fameux cercle de la raison qui, de fait, exclut des millions de gens, en tout cas les exclut politiquement, eh bien, on arrive à ce que je crois être, moi, un désastre politique. Je pense que l'expérience d'Emmanuel Macron, à titre personnel, peut inspirer pour la victoire électorale, mais je ne vois qu'une défaite politique profonde. Alors, ouais, Philippe, Pardon. vous voulez réagir? Non, pas du tout. Oui, parce que Suisse, on a le temps de la parole. Je ne suis pas du tout d'accord avec quelques arguments de mon amie Françoise, dont j'admire l'intelligence et le talent, mais je pense que le centre n'est pas ce qu'on croit. Le centre incarne précisément la possibilité de la démocratie, la possibilité que les extrêmes finalement trouvent du consensus. Mais en France, le centre est détesté. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la Révolution française. C'est dans nos gènes. Les 2-3 premières années de la Révolution, les gens qui arrivent pour administrer le pays autour du roi, et même ceux qui ont précédé la Révolution française, Necker, des gens comme ça, vous connaissez, puisqu'il était un peu suisse. Légèrement. Voilà, ce sont des espèces de centristes qui entendent les deux bords et qui essayent de faire entendre au pouvoir quelque chose de possible, un progrès possible pour sortir de l'absolutisme sans qu'il y ait trop de morts. Mais ça n'a pas marché. Dès la fin de 1792, les extrêmes, c'est-à-dire ceux qui ont des vraies idées, des idées simples, c'est avec les guillotines, tout ça, ils ont gagné. Ils ont gagné et ils ont guillotiné tous les centristes. Et le dernier le dernier penseur de la Révolution, qui était encore vivant à cette époque-là, Condorcet, a échappé à un jour près à la guillotine, parce qu'il est mort juste avant d'être guillotiné. En fait, il y a une noblesse du centre qu'on ne veut pas reconnaître. Moi, je ne suis pas forcément centriste, mais quand je regarde la vie politique française, il y a une noblesse inconnue du centre qui essaye de faire passer des choses intelligentes, par moments un peu compliquées, mais non pas l'éloquence avec eux. Parce que l'éloquence, ça va avec les extrêmes. Les idées simples, beaucoup d'éloquence. Les idées compliquées, un discours difficile à entendre, un peu comme ça, bas bruit. Ils ne savent pas monter la voix comme Mélenchon qui dit « En avant, tout le monde derrière moi, je vous suis ». Ça, les centristes, ils ne le font pas. C'est vous qui êtes dans la caricature, Philippe. Ouais. On reprendra après, on va pas Olivier faire un débat. Olivier Meuvely, justement, est-ce que c'est pas très suisse et est-ce que c'est pas un progrès politique, justement, c'est le fléau centre, de la balance de la démocratie. cette synthèse entre la droite et la gauche. Moi, je ne suis pas centriste. Attendez, laissez parler l'expert. Synthèse, oui. Je ne suis pas centriste. Et je crois qu'il y a une phrase de Jacques Julliard, un homme de gauche, mais formidable. Qui a mal tourné. Proudhonien, Non. et qui a une phrase qui me semble résumer bien la situation, et toi qui invite à la méditation. Il disait une fois, les gens aiment bien être gouvernés au centre, pas par le centre. C'est vrai. Et là, ça incite à la méditation. Exactement. Parce que dès lors, ça repositionne l'ensemble de l'échiquier, et on revient à cette idée de synthèse et du en même temps. Au début de l'ère macronienne, donc avant qu'il soit élu la première fois, il était souvent étiqueté de social-libéral. Cette étiquette m'énervait quelque peu parce que le social-libéralisme est une notion en soi qui date du début du XXe siècle à peu près, d'ailleurs en Angleterre, Hobson et d'autres, qui incarnaient ce social-libéralisme qui, en l'étudiant un peu, montrait, à mon avis, en tout cas que c'était une simple juxtaposition du socialisme et du libéralisme qui, évidemment, posait des difficultés de mise en pratique, pour parler pudiquement. Or, moi, j'avais associé, contrairement à ce que disait M. Chevalier, j'avais associé le Macron, du début à tout le moins, à une sorte de PLR. Parce que cette idée de faire converger l'idée de liberté et de libéralisme, qui est une notion qui n'a pas très bonne presse en France, malgré tout, et que Macron, à mon sens, a eu le mérite de réinsuffler dans la mécanique politique française, avec l'idée d'État. Parce que je pense que vous trouvez qu'il massacre l'État, j'imagine, mesdames et messieurs. Moi, je ne pense pas, vu d'ici. L'État français, quelque part, ne s'est jamais aussi bien porté comme machine bureaucratique à tout le moins. Donc, cette idée de convergence des deux options pour en créer une synthèse, ça me semble intéressant. Alors après, le problème, c'est qu'il est
disciple de Ricoeur, qui est le « en même temps ». Or, la synthèse, pour employer le terme que vous employez, Laetitia, ce n'est pas le « en même temps ». C'est la synthèse hégélienne qui, elle, a eu une grande influence sur le radicalisme, et donc son héritier aujourd'hui, le PLR, qui est le dépassement des oppositions. Et c'est là que la phrase de Julien reprend tout son sens. C'est qu'à mon sens, en tout cas, c'est que le débat politique va se faire toujours au centre. Inévitablement, c'est là que les compromis, les consensus vont se faire. Mais avec quelle position de départ? Et c'est là que le débat devient intéressant. Est-ce que le centre est capable en lui-même de faire partie, de constituer une base pour faire jaillir un débat, une idée en soi, ou ne sera qu'une rencontre. Centre. Les grandes révolutions sociétales se font par là. Mais aujourd'hui, j'aimerais, je vous donne tout de suite la parole, mais j'aimerais vous entendre, Olivier, sur le fait que c'est effectivement la tendance. Alors en France, c'est au pouvoir depuis 5 ans, mais en Suisse, on voit effectivement les partis du centre monter. Est-ce qu'il y a une modernité dans ce nouveau centre, ou est-ce qu'il est nouveau d'ailleurs? C'est lié à la décomposition du radicalisme, qui longtemps a incarné ce centre à lui tout seul en Suisse, à partir de 1848, avec en effet les adversaires, c'est les catholiques conservateurs à l'époque, avant que les cra-cra, comme on disait en allemand, les PDC par la suite, adoptent une ligne centriste après 1945. Clairement, alors affiché centriste, c'est Rosenberg, c'est notre histoire qui est riche sur ce point. Et en effet, c'est les deux forces qui ont fait la Suisse, comme le disait à juste titre Mme Barman. Et ce radicalisme incarnait le centre-droite et en partie le centre-gauche. Jusqu'aux années 60-70, où il s'est effiloché, et puis alors la grande crise des années 90 en Suisse, mais qui a aussi frappé les autres pays. Le déclin majeur des partis, c'est à partir des années 90 en Occident et en Suisse, où l'explosion de ce centre qui a fait réémerger l'UDC chez nous, la droite dure conservatrice, la gauche qui a elle-même implosé entre verts et socialistes, et puis le centre s'est recomposé. Le PLR a tenté de sauver ce qu'il a pu, le PDC à l'époque aussi, et ont germé d'autres forces politiques comme les verts libéraux que vous rappeliez, ou d'autres forces encore suivant les cantons. Et dès lors, la vie politique se fait avec un bloc bourgeois, si on veut, et c'est celui-ci qui a gagné dans le canton de Vaud aux dernières élections, avec le PLR et son aile droite, l'UDC, et son aile gauche, le centre. Et ça, voilà, donc c'est un peu une autre histoire, ce qui n'empêche pas qu'à la fin, c'est au centre que les débats vont se faire, que les arbitrages aussi vont se faire. Et là, alors, assurément, un parti qui contribue à ces arbitrages, et en soit bien sûr légitime comme tout autre parti. Non, mais sur le fait qu'on termine au centre, bien sûr, toutes les élections en France se gagnent au centre, c'est complètement évident. Emmanuel Macron a joué sur du velours, parce qu'il y a une détestation profonde, à part ce bloc élitaire. Hein, maintenant, on parle de ça, les politologues parlent du bloc élitaire. Voilà, c'est la France qui va bien, en gros, hein, Emmanuel Macron, contre le reste du monde. Il y a une détestation encore plus grande de Marine Le Pen et de son coéquipier, malgré elle, Éric Zemmour. Donc, c'est là-dessus que les choses se sont faites. Après, qu'on termine sur le consensus, bien sûr, toutes les élections, par notre scrutin à nous, qui n'est pas bien sûr le vôtre, un scrutin majoritaire, évidemment qu'on termine au centre, forcément, 51-49, c'est toujours comme ça. Mais c'est la première fois, enfin dans l'histoire récente de la France, qu'il y a justement quelqu'un qui se revendique du centre et d'un centre synthèse. Il se revendique de rien du tout. Là, moi, je pense que vous surinterprétez Emmanuel Macron. Moi, j'adore. Non, mais il y a Giscard. Oui, mais d'un centre de droite. On n'était pas dans un centre. Je pense que la surinterprétation d'Emmanuel Macron, c'est là que est le tour de prestidigitation. Emmanuel Macron n'est ni de centre, ni de gauche, ni de droite. Emmanuel Macron est un homo economicus opportuniste qui est capable, dans la même interview de Elle, à la première page, de dire « j'ai très peur de cette tendance de racisation de la France », et à la fin de la même interview est capable de dire « il y a un privilège blanc qui existe ». Quand vous voyez mon ami Philippe Val, qui est vraiment, qui a une déconvenue, et il a raison, Emmanuel Macron a fait croire à toute la gauche républicaine, hyper laïque, qu'il avait absolument compris, après Samuel Paty, etc. Et puis finalement, il nomme au ministère de l'Éducation nationale Pape Ndiaye, qui est à la limite, je dis bien, moi c'est un intellectuel que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il parle d'un système raciste en France, il le nomme à l'Éducation nationale. Donc je trouve que c'est très marrant. C'est quand même une démarche de gauche. Mais non, mais ce qui est et d'une gauche que vous soutenez. Est-ce que vous pensez que la gauche peut se faire avoir par Emmanuel Macron qui fait ça en fait à permanence? Ce que j'aime... Mais il l'intègre. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que où que nous allions en Europe, cette espèce de prestidigitation
réflexion sur l'intellectualisation et la dissection de ce qu'est le macronisme. Le macronisme, c'est Emmanuel Macron, homo economicus, opportuniste. Ça n'existe pas, le macronisme, à part Emmanuel Macron. Voilà. Alors, attendez, il y a Alexandre Chevalier qui a demandé la parole. Mais justement, alors aujourd'hui, pourquoi le macronisme ou le centre en Suisse, ça marche et vos partis de droite ne marchent pas, ne sont pas des alternatives finalement à Marine Le Pen ou en Suisse à l'UDC? D'abord, je pense que les partis dits de droite républicaine ou de droite libérale doivent faire en fait leur analyse, leur mea culpa, et puis surtout doivent se rendre compte qu'ils se sont mis eux-mêmes dans cette situation. Je veux dire, quand on finit par lâcher ses propres valeurs, quand on finit par lâcher son core business, et notamment pour le PLR, à un moment donné, on rate, j'ai déjà dit ici, une révolution écologique bleue, c'est-à-dire en fait en faire une nouvelle opportunité économique, comme ça aurait dû être porté lorsqu'on lâche les artisans, les commerçants, les indépendants, les PME, les PMI pour s'occuper de la grande économie. Et bien forcément, en fait, on perd son électorat et il va ailleurs. Alors, où il va vers des radicalités, et notamment locales, comme on le connaît à Genève, où ces électorats sont allés longtemps auprès du MCG, ou ça part sur d'autres partis comme les Verts libéraux, où il y a une inquiétude notamment sur les questions écologiques et sur cette idée justement de faire de l'écologie une chance économique. Et on se retrouve au milieu, alors là, pour le dire, pris en tenaille, et c'est ce qui s'est passé aussi pour la droite républicaine en France, pris en tenaille entre une droite plus dure, entre un centre-droit qui s'est détaché de ce qui faisait partie de l'ADN de ce que devait être la droite républicaine et la droite libérale. Et c'est extrêmement difficile après, dès que la boîte de Pandore est ouverte, de faire rentrer le pantin dans la boîte. Et du coup, c'est dur d'exister, de continuer à exister dans ce cadre-là. Delphine Bachmann, en même temps, effectivement, contrairement à la Macronie, en Suisse, il y a un centre qui est assez fragmenté. Hein. Et donc, la possibilité de faire une grande alliance, elle existe aujourd'hui réellement entre le centre, toutes les fractions du centre. Je pense qu'il y a bien évidemment une possibilité d'avoir un socle commun au centre avec d'autres partis qui n'existaient, c'est une opportunité qui n'existait pas avant. Maintenant, quant à dire qu'aujourd'hui en Suisse, le centre reste ce même parti bourgeois qui va s'allier à l'UDC et au PLR de manière systématique, moi je suis au contraire persuadée que le centre est en train de trouver sa propre voie et que ça déstabilise. Mais en même temps, je veux dire, quand on voit l'évolution de la société et quand on voit les positions de l'UDC au plan national, notamment sa politique anti-européenne, sa politique contre tous les droits qui touchent aux évolutions sociétales, contre le congé parental, sur lequel d'ailleurs le PLR s'était aligné, contre le mariage pour tous. À un moment donné, cette politique-là, elle ne marche plus et elle nous éloigne, en fait. Et ces positions-là, qui ne savent pas tenir compte des enjeux qui émergent, elles nous éloignent. Et à quelque part, le centre est en train de tracer sa propre voie, sans oublier d'où il vient, mais il sait où il veut aller. Et je crois que c'est vrai que ça vient chambouler les équilibres politiques, puisqu'on est à trois forces politiques. Vous êtes l'alternative, en fait, aujourd'hui, à une certaine radicalité qui est incarnée par l'UDC. C'est comme ça que vous le présentez. Je pense qu'on est une alternative à une politique de bloc entre la droite et la gauche, ça certainement. Et puis je trouve aussi qu'en Suisse, le PS a beaucoup disparu de la scène politique. Hein. C'est les Verts qui ont beaucoup pris la place à gauche sur toutes les questions environnementales. Mais ils le font d'une manière, et on le voit à Genève tout particulièrement. Le petit microclimat démontre qu'en fait, les Verts se préoccupent aujourd'hui beaucoup de cette ère wokiste, de ne pas manger de viande, d'être très, très dans le diktat de la vie. Et puis ça, je pense que ça parle de moins en moins aux gens. Parce que bien sûr qu'il y a un désastre environnemental qui est en train de se passer, bien sûr qu'il faut s'en occuper, mais si on explique aux gens que désormais, ils vont vivre une vie de misère, de tristesse et faite d'interdictions, ça ne va pas les enthousiasmer et ça ne va pas les faire parler pour changer de comportement. Donc bien sûr que je pense que le centre a un panel de recrutement qui est aujourd'hui élargi et je m'en réjouis. Mais c'est ça le paradoxe, hein, Philippe, c'est qu'en même temps, les radicalités, alors Delphine Bachmann disait que ça marchait pas, mais en même temps, ça marche quand même, les radicalités de droite ou de gauche. Oui. Et comment est-ce qu'on fait concilier ça avec un centre qui aussi prospère en même temps que ces radicalités de droite et de gauche? C'est facile, les radicalités. Déjà, il faut comprendre ce qui s'est passé en France. C'est que le macronisme n'est pas parti en flèche pour gagner les élections, parce que Macron est un génie qui a su écraser la gauche, écraser la droite, faire des petits tas et ramener ça chez lui. Ça ne s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant des années, la droite n'a rien foutu.
Ils étaient dans leur querelle d'appareil, etc. Au PS, ils ont rien fichu. Ils n'ont pas travaillé sur les programmes, aucune vision de la France, aucune vision de l'Europe. Ils étaient paralysés entre deux familles qui détestaient l'Europe, d'autres qui étaient militantes pour l'Europe. Donc ils n'ont rien fait qu'à s'engueuler. Hein. C'est-à-dire que quand Macron est arrivé, la droite et la gauche n'existaient plus politiquement, n'avaient aucun projet pour la France, aucune vision à long terme. Aucun projet pour l'industrie, aucun projet pour l'économie, rien. Il est arrivé en disant on va faire ci, on va faire ça. Les gens ils se disent pourquoi pas. Sa croissance s'est faite sur une absence, sur une impuissance. Le centre a repris ses droits d'une certaine façon parce que en réalité, au centre sont arrivés des gens de gauche et des gens de droite. Chez Macron sont arrivés tous les anciens rocardiens, les doloristes. Ils sont arrivés, beaucoup d'entre eux, et ceux qui ne sont pas chez Macron aujourd'hui, ils sont nulle part, parce qu'ils ne sont certainement pas chez Mélenchon. Parce que c'est tout ce qu'ils détestent. Hein. Les rocardiens, tu m'accorderas ça, et les doloristes, ils sont contre. Bon. D'ailleurs, moi, je suis nulle part, parce que je suis plutôt de si j'étais d'une famille, en tant que citoyen, pas en tant que journaliste, je serais plutôt de cette famille-là. Donc, nulle part. Des apatrides. Des apatrides. Et à droite, qu'est-ce qui s'est passé quand Wauquiez a pris le pouvoir dans le parti en France, chez les Républicains? Il y a énormément de républicains tels que Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, qui ont foutu le camp. Parce que pour eux, le parti ne voulait plus rien dire. Et Macron est né de ce... C'est pas lui qui a organisé ça. On dit il a écrasé tout. Mais non, ils se sont écrasés. Ils se sont écrasés. Ce qui a fait que le centre, qui d'habitude a un rôle, en quelque sorte, de fléau de la balance dans la vie politique française, un rôle de juge et d'arbitre, et parfois, il permet des grandes avancées sociétales ou sociales, parce qu'elles ne passeraient pas sans cette majorité qui vient avec, si ce n'est pas s'adjoindre à des majorités fragiles. Ce centre-là, désormais, a un rôle politique différent, puisqu'il n'y a rien de chaque côté que des choses très radicales. Le Front National d'un côté et une gauche qui veut sortir de l'Europe de l'autre. Alors l'effondrement justement de cette gauche et de cette droite traditionnelle. Je vous laisse la parole, mais il va falloir qu'on fasse une petite pause déjà. Et on se retrouve dans quelques instants. Le point de retour, le centre, la nouvelle force politique qui monte, en Suisse aussi. Mais qu'est-ce que c'est exactement? On continue d'en parler avant de retrouver Alexandre Kominek et son avis sur la question ni, ou plutôt et. Ce sera en fin d'émission. Et donc, on était en train de parler de pourquoi le centre se porte si bien, avec l'affaissement notamment en France, en tout cas, de cette gauche et de cette droite. Est-ce que c'est un phénomène, Olivier Meuvely, qu'on peut retrouver en Suisse aussi, qu'on retrouve en Suisse, mais dans des proportions moindres? Comme je disais tout à l'heure, il y avait une structure complètement différente. Mais il ne faut pas oublier l'histoire récente. Les drames des partis politiques dans les États démocratiques, on parlait de la cassure des 90 et la chute du mur de Berlin, et il y a également la crise des subprimes, qui a eu une importance beaucoup plus importante que uniquement économique et financière. Et c'est là le désastre intégral pour les partis politiques qui ont été confrontés, je dirais, à l'inutilité que d'aucuns souhaitaient leur accoler depuis longtemps. Et c'est là que les partis dits populistes déjà, ils existaient avant, bien sûr, mais ils ont connu un essor incroyable. Et on a découvert le populisme de gauche, qui était largement aussi efficace que le populisme de droite, dans ses radicalités que vous évoquiez à l'instant. Alors maintenant, pour la Suisse, en effet, il y a ce système de la démocratie directe, parce qu'on revient toujours à elle. Alors, je vous arrête juste là. Le populisme de gauche en Suisse et de droite, vous le situeriez dans quel parti aujourd'hui? Alors pour la France, c'est clair, c'est Mélenchon. Avant qu'il ait réussi le grand mariage de tout le monde, le mariage pour tous des partis politiques de gauche, eh bien, avant, c'était quand même le populisme de gauche. Mais il y a Podemos en Espagne, Syriza. Alors, Madame Delphine a soulevé le problème du wokisme, et là, on y revient aussi. Les écologistes ont marqué une certaine radicalisation de la gauche en Suisse, qui s'est faite, en l'occurrence, au détriment du PS. Mais la démocratie directe... Et à droite? Le populisme en Suisse à droite? L'UDC a une composante populiste indiscutablement, pas aussi extrémiste que d'aucuns veulent le dire, mais il n'empêche qu'il y a une composante indiscutablement populiste. Et ils ont joué là-dessus largement, dans certaines votations notamment. Mais il n'empêche que la démocratie directe en Suisse a un effet protecteur pour les partis politiques, car les partis, contrairement aux autres démocraties occidentales, ne sont pas en première ligne. Le Parlement n'est pas en première ligne. Il est un acteur
évidemment central et important, mais il n'empêche, il n'est pas le seul qui doit affronter la mauvaise humeur populaire en cas de nécessité. Et ça pose le problème de ce centre, et la Suisse le montre bien à cet égard-là, mais pas seulement la Suisse, et je vais venir sur un exemple pour un peu décentrer, pas uniquement rester focalisé sur la France, c'est l'Allemagne. Le centre, c'est ça la difficulté. Qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est un lieu en construction permanente. C'est là cette recherche de gouverner au centre, parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement. Mais est-ce que c'est un parti centriste qui peut le faire ? Il peut y contribuer sans aucun doute. J'ai des doutes sur sa capacité à le faire seul. Mais on voit en Allemagne où ils ont cherché le centre. Et comment ils le cherchent ? Par des agglomérations, des agglomérés, presque on pourrait dire, de partis et des coalitions pour le moins étonnantes, mais extrêmement intéressantes sur le plan intellectuel. Je me réjouis de voir la suite. Oui. Avec les Verts, les libéraux et le SPD, les socialistes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, ces gens-là ? Recréer un centre. Et on voit ce problème, c'est que le centre, en réalité, est une construction permanente. Il faut toujours trouver le moyen de pouvoir organiser la gestion, le gouvernement d'un pays qui passe par le centre. Mais c'est très dur de trouver un parti centriste. La CDU, en Allemagne, est un peu comme les radicaux en Suisse. Voir le PDC dans les cantons où il était surpuissant longtemps, un parti mange-tout, comme ça les appelle, un parti qui a gardé à la fois le centre et le centre-droite, et une partie du centre-gauche. La CDU aussi a connu cet effondrement parce qu'elle a sous-estimé l'émergence de l'AfD, qui est le parti populiste, et pas seulement alors en Allemagne, par excellence, parce qu'il y a vraiment une frange naziphile, si on peut dire, qui est redoutable. Mais la CDU a mal géré cette émergence populiste sur sa droite, et maintenant elle souffre terriblement, même s'ils ont gagné les élections régionales. Oui, puis qu'on reste dans des structures traditionnelles. Enfin, il n'y a pas une refonte. Oui, mais la refonte, elle a eu lieu avec les écologistes, et puis les zigzags des libéraux, du FDP allemand. La vertu de cette coalition, c'est que ça a considérablement fait baisser l'AfD. Ah oui, en effet, heureusement. Oui. Mais la température a baissé. Il faut dire aussi qu'ils se sont sabordés eux-mêmes. Ce parti, par ses propres querelles internes, a réussi à perdre. Mais c'est ce qu'a fait aussi Mette Frederiksen au Danemark, et ça a marché. Ouais, le contre-exemple, c'est l'Espagne. Le contre-exemple, c'est l'Espagne, où il y a eu Ciudadanos qui a monté très fort pendant 10-15 ans, qui est devenu quasiment hégémonique à droite et au centre, qui a failli remplacer lors de ces nombreuses élections qui suivaient législatives au niveau espagnol, a failli, en tout cas voulait remplacer le Parti populaire, le PP, comme force au centre et au centre-droit, et qui du jour au lendemain s'est effondré. Mais quand je dis effondré, c'est qu'aujourd'hui, il ne vaut plus rien sur la scène nationale, et à chaque fois qu'il y a une élection régionale, il est réavalé par la droite traditionnelle et par la droite du PP. Et donc là, il y a un vrai contre-exemple où aujourd'hui, il a disparu. Et c'est la deuxième fois dans l'histoire de l'Espagne que le centre monte très fort. Il y a eu un parti qui s'appelait UPyD, aussi à l'époque, et qui s'est effondré aussi. Donc on voit bien qu'il ne peut pas avoir de durabilité lorsqu'il n'y a pas de socle idéologique. Et l'idéologie, elle est quand même toujours là. Et dans ces systèmes électoraux-là, comme en Espagne, qui est différent du système qu'on a en Suisse, et où les traditions sont différentes, on voit bien que ce centre, il peut disparaître. Et moi, je pense que ce qui pourrait arriver à la Macronie demain, c'est... faute de ce canevas idéologique, c'est de disparaître de la même manière que Ciudadanos a disparu en Espagne. Bon, oui, alors moi, deux choses. D'abord sur la mort de la gauche. Non, pas du tout. La gauche est en tête de tous les sondages. En tout cas, l'alliance de gauche, même si nos amis comme Philippe Val considèrent que ça, c'est un mariage contre raison. Non, mais... la France est de droite. Je crois pas du tout. En tout cas, pas sur les grandes questions de pouvoir d'achat et de climat. Absolument pas de droite. C'est la réalité. Je pense que la gauche a réussi pour la première fois. Après, on peut détester ou pas Jean-Luc Mélenchon, mais il a réussi ce qu'on n'a jamais fait. On l'a fait 4 fois. Blum, on l'a fait Programme commun de Mitterrand après le congrès d'Épinay, on l'a fait Jospin 97. La radicalité dont on parle, c'est pas tout le monde a ce mot à la bouche, radicalité, c'est-à-dire on revient aux racines du combat de la gauche. Quand la gauche devient la droite, quel intérêt est-ce que ça peut avoir ? Je termine, pardon Laetitia, en disant qu'on parle du populisme. Mais qu'est-ce que c'est le populisme ? Emmanuel Macron n'est pas populiste, c'est un populiste chic, bien sapé. Mais quand on ne veut plus de corps intermédiaires, quand on passe 5 ans à mépriser les syndicats, à mépriser les intermédiaires, à considérer que tout procède de soi, c'est exactement la psyché d'Emmanuel Macron. Et à sa décharge, c'est la folie dans laquelle nous entraîne le statut de cette 5e République, de cette présidentialisation à outrance. Eh bien, si c'est ça le populisme, Emmanuel Macron est le premier d'entre les populistes. Et 3e point, la gauche n'est pas morte, la gauche va probablement faire un score magistral et passer de 50 députés à
à 200, voire plus. Et je suis assez d'accord avec ce que dit Alexandre. Le macronisme n'existe que parce que Emmanuel Macron est là. Vous allez voir les législatives. S'il a une majorité relative, vous allez voir le quinquennat qui vient. Vous allez voir comme c'est solide, le macronisme. Alors, vous disiez la radicalité, c'est le retour. Mais est-ce que justement, on n'a pas justement changé d'époque? Et aujourd'hui, on est davantage sur un discours beaucoup plus identitaire et beaucoup plus... Pardonnez-moi, mais on ne change pas d'époque. La redistribution... L'arcane même de l'architecture même du discours de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche radicale, on l'appellera comme on veut. La gauche, tout court. Elle intègre justement ces données identitaires, sociétales, de manière très forte. Mais elle intègre quoi? On va pas... Moi, je ne veux pas recommencer sur le wokisme, cette espèce de fantasme général qui... Mais non, mais le wokisme... Mais c'est pas ça. Mais je veux dire par là, c'est pas ça le sujet. Non, c'est pas ça le sujet. Non, ça n'est pas le sujet. Ça, le racialisme, etc. Excusez-moi, ça n'est pas le sujet. Je pense que c'est toi qui l'amène. Deuxième, parce que moi j'ai rien dit. C'est pas vrai. Non, ils n'arrêtent pas d'en parler du wokisme, de la gauche woke, de la cancel culture. Arrêtez le wokisme. Et ça a été, c'est un truc qui a été, non mais c'est un truc qui a été inventé pour disqualifier la. Non. J'ai une grande discussion avec Philippe en venant sur le wokisme. Avec personne. Mais non, mais moi je peux en débattre autant que vous voulez avec vous. Arrêtez de faire croire que le monde et l'Europe est envahi de woke qui veulent déboulonner les statuts et changer la culture. François, est-ce qu'on appelle ça comme on veut, que ça soit du wokisme ou pas du wokisme, néanmoins, ces thématiques, et on le voit aussi en Suisse, chez les Verts, les thématiques justement... de sociétales, notamment d'égalité, des problématiques qui n'existaient pas avant dans la gauche, sont hyper présentes. Mais de quoi vous parlez? C'est ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'existait pas dans la gauche? Dans le racialisme, l'égalité des genres, etc. Ça, c'est des données qui composent la gauche aujourd'hui. Heureusement, pourquoi est-ce que d'un seul coup, on se mettrait à hurler parce qu'on donne des droits à d'autres gens? Qu'est-ce que ça nous enlève à nous? Qu'est-ce que ça enlève le droit des LGBT? Non, mais quelle est dans la plateforme aujourd'hui? Il n'y a même pas de sujet là-dessus. Les droits des LGBT... Il y a zéro sujet. Et donc voilà, les droits des transgenres, il y a zéro sujet. Où est le problème? Oui, mais ce que je voulais vous poser comme question, François, c'est est-ce que justement les partis traditionnels, entre guillemets, les partis socialistes et le parti Les Républicains, ont justement pas assez intégré ce changement de paradigme de la politique qui va vers plus de questions sociétales? On peut sortir de la caricature, on peut être de gauche et considérer, par exemple, qu'effectivement, il y a des actes racistes en France dans la police, mais que la police n'est pas raciste. On peut considérer que la France doit changer de point de vue avec un certain nombre de ces populations issues de la diversité, parce qu'on le veuille ou pas, il n'y a rien qui résiste au réel. Quand vous êtes black en France, que vous êtes rebeu, vous êtes 10 fois plus contrôlé dans le métro que si vous êtes bien blanc comme moi ou Philippe Val. Donc ça, c'est une réalité. On peut considérer, alors si c'est ça être woke, je suis 100% woke et j'assume. On peut considérer, je termine Philippe, on peut considérer que c'est fondamental et on peut considérer également que ça, c'est pas une racialisation de la société. On peut juste on n'est pas obligé d'être caricatural avec la gauche, Philippe, pas plus que je ne le suis avec la droite. La seule différence, c'est qu'on est passé de lutte dont le but était de faire se réconcilier des gens qui étaient discriminés avec leurs discriminateurs, si on peut dire. Avec la République? Absolument. Une réconciliation, donc hommes-femmes, homosexualité, hétérosexualité, réconciliation, banalisation des rapports. On est passé de ça, qui était une lutte qui a plutôt bien marché, aujourd'hui, la gauche, elle est rentrée là-dedans, une partie de la gauche, elle est rentrée là-dedans, c'est ça contre, les uns contre les autres. Au lieu de chercher à vivre avec, maintenant on vit contre. Vous parlez des indigénistes, c'est 0,05% de la gauche aujourd'hui. Mais c'est ce qui est prescripteur. Mais c'est rien du tout. Il n'y a rien qui est prescripteur. Et c'est ce que ton ami Mélenchon... Mais je me moque des indigénistes comme de ma première chemise, ma première manif, c'est pas mon sujet. Mais tu sais bien que c'est la radicalité d'un parti qui fait le parti. Non, je ne suis pas d'accord. Delphine Bachmann, comment est-ce qu'on intègre ça, justement, ces questions sociétales, dans un parti comme le Centre, qui en plus, ou l'ex-PDC, puisqu'il s'appelle encore un peu PDC dans certains cantons, qui aussi a des racines assez conservatrices, on va dire. Comment est-ce qu'on intègre ces nouvelles donnes sociétales, progressistes, et en même temps peut-être un peu de droite, et en même temps un peu... Comment est-ce qu'on fait ça? Comment on fait la synthèse? Mais parce que je pense qu'on reste avec les mêmes convictions, les mêmes valeurs que ce que l'on a toujours défendu. Et ça, il ne faut pas oublier que l'histoire de la démocratie
démocratie chrétienne, c'est vrai, nous ne sommes pas le parti du grand capital. Nous sommes historiquement, et encore aujourd'hui, j'estime être le parti qui défend les PME, les entreprises. Quand j'entendais dire que, en fait, gouverner au centre, oui, mais le centre n'existe pas, c'est pas vrai. On a une ligne politique qui est très claire. Oui, bien sûr, on soutiendra toujours l'économique, mais parce que précisément, elle permet à l'État de subvenir aux besoins de ceux qui n'en ont pas les moyens. Précisément, on se préoccupe du climat depuis bien plus longtemps que ce que les Verts libéraux ou les Verts ou d'autres partis s'approprient aujourd'hui. Nous sommes un parti avec des racines agricoles sur la souveraineté alimentaire. C'est un élément clé dans le parti aujourd'hui. Et puis sur la question... C'est un sujet en Suisse, pardonnez-moi. Bien sûr, c'est un sujet à la souveraineté alimentaire. Et d'ailleurs, justement, c'est la gauche ou les Verts qui se clament les défenseurs de l'écologie et du climat ne se préoccupent même pas de savoir comment les paysans suisses travaillent, ni comment est-ce qu'ils subviennent à nos besoins. Ils se contentent de les contraindre dans une méthode qu'ils ont décidé que c'était la bonne et l'unique méthode pour parvenir à nourrir la population. Alors, donc là, justement, précisément, hein, parce qu'il n'y a pas plus antithétique que le monde agricole et l'écologie aujourd'hui. Hein. C'est un conservateur un peu, si je schématise. Non. Comment est-ce qu'on fait cohabiter un discours justement qui va défendre les paysans suisses et en même temps l'écologie urbaine? Il faut s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain. Et je pense que le centre a une capacité à ce qui se passe dans les champs des agriculteurs. On en a d'ailleurs beaucoup dans nos rangs, parce que quand on vient leur dire, écoutez les gars, maintenant demain vous faites tous du bio, hein, et puis vous le faites tous comme on vous explique, et puis par contre hein, vous continuez de maintenir des prix bas histoire que ce soit abordable, puis vous livrez aussi vos légumes à l'intégralité de la population genevoise parce que vous n'avez que ça à faire, et vous êtes surtout très épanouis dans votre profession. La production est diminuée par 10. Et la production est diminuée par 10, mais en même temps vous vous assurez de nourrir tout le monde. Il y a un discours qui est complètement... illogique et indigeste par rapport aux réalités du terrain. Et les paysans, ce sont les premiers à faire de l'écologie. Ce sont les premiers à être écolos, et ce, depuis bien plus longtemps que la naissance des Verts. Donc, à un moment donné, il faut concilier les besoins de la population avec les attentes et les réalités du terrain. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on va vers une agriculture qui est plus durable. Bien sûr qu'aujourd'hui, on va vers une agriculture qui est plus propre. Mais enfin, je rappelle quand même que la Suisse a les normes les plus strictes au monde. Est-ce que c'est en imposant des labels que ça va fonctionner? C'est comme ça qu'on va changer les habitudes du consommateur qui continue à côté de partir en France voisine parce que ça coûte moins cher, parce qu'on a imposé du bio partout en Suisse? Ça ne fait aucun sens. Donc il faut revenir aux fondamentaux. Le rôle des agriculteurs, c'est de nourrir la population suisse. Ils le font bien. Ils le font de manière la plus écologique possible. Et il faut les accompagner là-dedans et non pas les montrer du doigt comme étant un problème dans la société. Donc ça fait partie des thématiques qui sont l'idéologie centriste. Et je terminerai par dire, la question européenne est une question qui est profondément ancrée dans le parti du centre et dans la démocratie chrétienne. Et aujourd'hui, on a une situation de blocage, laquelle il est impératif de sortir. Donc pour moi, gouverner au centre, oui, certainement, parce que chacun doit oublier son idéologie un petit peu facile à vendre, mais moins facile à mettre en œuvre quand on est au sein d'un collège gouvernemental. Mais je crois fermement que la ligne idéologique et les convictions centristes, elles existent en tant que telles. Et puis je terminerai par dire juste une chose, parce qu'avant, quand j'entendais... Je vous rejoins sur un point, c'est la difficulté à rendre le message lisible. Parce que bien évidemment que quand on est de gauche à dire, voilà, maintenant de toute façon on va taxer les riches, puis c'est la réponse à tout, et puis on aura de l'argent pour tout faire dans ce pays, et puis pour défendre les plus précaires, et puis c'est fantastique. Vous n'êtes pas sympa de caricaturer comme ça. Non, mais là je vois que, alors le débat suisse, je pensais que vous étiez plus relevé, mais c'est comme la France, c'est pareil. Quand même, Mélenchon, ça souvent. Allez, Mélenchon, allez, la bête noire. Non, c'est le centre. La gauche suisse le dit régulièrement aussi. C'est le centre, ils vont quand même pas vous dire que... Je veux dire, le patronat, je veux dire, je vais vous donner un exemple. À Genève, vous avez 90% de l'impôt qui est payé par 5% de la population. Vous voulez garder ces gens et puis continuer à financer le 90% des prestations étatiques, ou vous voulez juste les faire fuir? Je vais vous expliquer le programme de la gauche, vous savez, c'est pas ça. Tout à fait. Je me réjouis de le faire après. Mais en tout cas, il y a quand même, dans le discours, que ce soit à gauche ou à droite, une forme de facilité. C'est tellement facile de dire que l'argent des riches va résoudre l'intégralité des problèmes que l'on a dans notre société, au même titre que de dire on va se refermer sur nous-mêmes et puis on sera très heureux tout seul et on n'a pas besoin des autres et on n'a pas besoin de l'Europe et on n'a pas besoin du monde pour fonctionner. Donc, bien sûr qu'il existe une idéologie,
Elle est plus compliquée à expliquer, mais ça, je m'engage à le faire. Vous y croyez, vous, Alexandre Chevalier, justement à la synthèse de ce centre en Suisse et à sa prospérité dans les années qui viennent, notamment en vue des élections fédérales de 2023 ? Les élections fédérales de 2023, il y a une dynamique qui est en place parce qu'il y a une espèce de mode chez les Verts libéraux. Il faut aussi comprendre la distinction entre les Verts libéraux en Suisse romande et en Suisse alémanique, puisqu'en Suisse alémanique, ces mêmes Verts libéraux viennent du Parti des Verts, donc ce sont plutôt des modérés, en fait, qui ont pas accepté la radicalité ou la radicalisation des Verts en Suisse alémanique, et puis les Verts libéraux en Suisse romande, c'est quand même plus des gens qui viennent souvent, en fait, par dépit ou par frustration, notamment du PLR, pour essayer de faire quelque chose à côté et être une espèce d'impadice qui veut grandir et qui veut exister. Et c'est notamment le cas à Genève, parce que la politique aussi, qu'elle soit au centre, qu'elle soit ailleurs, elle doit s'incarner. Je crois qu'il y a ce souci d'incarnation dont on n'a pas vraiment parlé jusqu'à maintenant, mais ce souci d'incarnation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, notamment à droite, il y a encore des programmes, il y a encore des idées. Même en France, en fait, il y avait des analyses économistes qui disaient que le programme de Valérie Pécresse était probablement le plus financé, le plus scolaire, le plus abouti. Mais qui s'intéresse à ça aujourd'hui ? Personne. Et ça, c'est une vraie difficulté, parce qu'on va chercher celui qui représente le leader, un peu même le leader maximo pour celui de Françoise, mais pas uniquement, mais aussi celui qui incarne cette autorité. Mais il y a aussi Macron, on en a parlé ici aussi, il y a aussi Macron qui a incarné à un moment donné, avec la guerre en Ukraine, cette espèce de leader, de mal alpha, qui reprenait le pouvoir. Donc tout ça, ce sont des choses qui manquent aujourd'hui à droite. Donc aujourd'hui, il y a un logiciel de centre droit et de droite qui, à mon avis, est encore le bon, mais il n'y a plus personne pour l'incarner. Et de l'autre côté, je suis désolé, il y a un vide idéologique, il y a un vide même programmatique, mais il y a une personnalité, notamment pour l'incarner. Et puis en Suisse, et ça se module à cause du système électoral proportionnel, ça se module à cause notamment des différences cantonales, des représentations différentes et des leaders locaux qui peuvent émerger ou pas. Mais... Alors effectivement, il nous reste assez peu de temps, on va devoir bientôt conclure, mais la gauche, la Macronie... cette droite-là, cette droite républicaine, elle apprécie beaucoup la gauche. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Vous parlez de vous, c'est intéressant. Mais justement, la Macronie, c'est aussi Emmanuel Macron. Est-ce que la Macronie va survivre et le mouvement du centre peut survivre en dehors du leader maximo de centre ? Le centre survivra à Emmanuel Macron. La notion de centre en aussi politique puissant survivra. Oui, tant qu'il y aura une droite, une gauche et du débat parlementaire, il y aura un centre. Et peut-être que le centre a un autre avantage, c'est que la droite et la gauche ont ceci de problématique souvent, c'est qu'ils ne prennent dans la réalité que la petite fraction de la réalité qui renforce leurs idées. Mais le reste, ils l'ignorent. Tandis que le centre a souvent la qualité de prendre... Enfin, je ne suis pas centriste spécialement, mais ils ont souvent cette qualité de prendre la réalité dans son entièreté pour ce qu'elle est, en dehors des idéologies. Et souvent, en politique, c'est plus prudent. Alors Olivier, je vais vous demander, dans votre boule de cristal, vous voyez quoi justement pour 2023 ? Est-ce que vous voyez un centre déjà uni et tout puissant ? Centriste, excusez-moi, il fallait que je vienne à Genève pour entendre ça. C'est possible que de l'observation. Ça m'a pris 40 minutes. Que les partis du centre fait de l'observation. En tant que gauche, Olivier Moly représentant de la gauche bourgeoise, entre guillemets, parce que le reste du bloc bourgeois, pour aller large, n'a pas toujours été optimum. Et ça peut être un avantage certain pour les partis du centre. On l'a vu dans le canton de Vaud récemment aussi. Tout le problème, c'est que ce centre, il se construit quelque part au milieu. Et en gros, la droite aujourd'hui, c'est le primat de la liberté, pour faire caricature volontairement, et la gauche, le primat de l'égalité. Donc ça va se rencontrer, ça va se débattre, ça va se négocier et créer des compromis. Alors moi, ma posture initiale, c'est qu'on crée de meilleurs compromis si on sait si on est plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. On se dit, on discute et on se rencontre. Il est indiscutable cependant que les partis du centre refusent cette dualité-là, mais c'est des acteurs. À mon avis, ce sont des acteurs de ce compromis, mais là où je vois moins d'avenir comme idéologie, j'en vois plus d'avenir actuellement comme force à la gauche, force électorale sur la gauche du bloc bourgeois que comme idéologie, parce que justement, ils refusent de faire le choix initial. Plutôt l'un, plutôt l'autre. Donc, ça reste une formation qui reste sur le ballon quelque part, qui est tiraillée. On le voit bien avec aussi les partis du centre, des tiraillements, des hésitations, et qui crée une sorte d'imprévisibilité qui irrite dès lors les partis de gauche et de droite, et qui peut aussi créer des fois des dysfonctionnements. Mais ça, c'est la vie politique. C'est
pour ça que c'est en phase avec la réalité. Donc, on termine peut-être sur notre victoire. Delphine Bachmann, il va falloir qu'on conclue. Je pensais que la Suisse, comme nous sommes que dans la caricature de la gauche, je vais faire ma caricature de la Suisse. Tout est calme, le débat, les votations, pour nous, c'est magique. Hein. Ça, je vous assure que les votes, même si elles sont peut-être pas si magiques que ça dans la réalité, en tout cas pour nous, c'est un modèle extraordinaire, etc. Tout est calme. Courtois. Vous avez un débat politique abrasif, c'est génial. Ça me plaît. On a un débat politique. Vous serez édifiés. Nous avons des politologues comme partout. Vous êtes aussi passionnés que les latins que nous sommes, et moi, ça me plaît. Eh ouais. Voilà. Ça, c'est un cliché sur la Suisse, qu'on a un débat appassionné. Je suis d'accord avec vous. En fait, on se raperçoit comme tous les qu'on clichés est sur comme les Mélenchon. Français. Et la gauche, ouvrez les yeux. Et maintenant, il est temps d'entendre Alexandre Kominak qui va faire la synthèse de ce débat, évidemment très engagé. Madame de Gois, merci pour l'ambiance. Hein. Franchement, moi je suis pour que vous reveniez chaque semaine. Ah, sa vie, sa gueule, ça parlait LGBT, il manquait plus que l'islam, on était sur CNews. Vraiment, je sais pas, c'est bien. Ah non. Il y avait une chouette ambiance, quoi. Bonsoir tout le monde. Le centre, ah là là, franchement, moi j'ai un peu analysé le truc de ma pauvre personne. Hein, et je trouve que vraiment le centre, c'est vraiment le bon filon pour moi. Franchement, tu te mouilles pas trop. Hein, tu es d'accord avec les deux camps. Tu réponds toujours par des phrases de type non, non, non. Mais je suis d'accord. Voilà. Hein. Par contre, tu veux conclure avec une meuf qui vote au centre, c'est un peu compliqué. Parce qu'on te dit non, non, mais je suis d'accord, c'est-à-dire, ok, ou je vais en prison. Enfin, vraiment, c'est. Hein, on ne sait pas. Ah, mais le centre, chez nous, t'en parlais, on a les Verts libéraux. Les Verts libéraux, tu sens qu'on veut vexer personne avec un nom pareil, hein, les Verts libéraux. Hein, c'est vraiment le nom le plus inclusif de la politique suisse. Hein. Verts libéraux, moi j'entends Porsche hybride. Non mais c'est ça, vraiment. Hein, c'est Verts libéraux, c'est j'aime les balades en forêt, mais en cabriolet. Hein. Un avocat qui vote Verts libéraux, pour moi, tu vois, c'est ce mec que tu retrouves à la coupole à Genève avec des putes, mais bio. Voilà, elles sont refaites, mais de manière éthique, tu vois, avec des prothèses recyclées, hein, et quand elles mourront, il y a un arbre qui va pousser. Voilà. Il y a deux en France, celui-là. J'y suis, j'arrive à la conquête. À la conquête, ouais, bah ça fera un Suisse en France. Ça changera un peu. Il y en a déjà, ouais, mais il y en a déjà trop chez nous, c'est pour ça. Le centre, c'est le nom d'un parti, hein, d'ailleurs maintenant, enfin à moitié. Parce que le PDC a changé de nom, mais pas partout. Hein. Il y a des cantons qui ont choisi de rester PDC. Hein. Même pour ça, ils n'arrivent pas à se décider. Ils restent au milieu. Hein. Oui, comment même le Valais a changé. Mais en allemand, c'est même die Mitte, j'ai lu. Die Mitte. Hein. C'est quoi vos valeurs? On est au milieu. Voilà, c'est vraiment super. C'est génial le centre parce que. Pendant que la gauche et la droite, ils sont en guerre, toi, t'es tranquille au centre. Hein. Le centre, suivant les sujets, ils peuvent se rallier à gauche ou à droite. Du coup, ils se font tout le temps draguer. Je pense que vous faites tout le temps draguer. Et c'est génial. En permanence, ça n'arrête pas. Voilà, tu vois, c'est ça. Et moi, franchement, vous êtes la meilleure position. Parce que je vous imagine, vous êtes là, ouais, je sais pas. Ouais, j'hésite. Non, je sais pas, pourquoi tu proposes quoi? Parce que le PLR me prête sa piscine cet été. Donc c'est super, le centre. Vraiment, c'est super, le centre. En vrai, le centre, c'est super, mais c'est l'inverse de la vie. Parce que la vie, quand t'es en plein milieu, je trouve que c'est là que c'est le plus galère. Hein, là maintenant, tu vois, moi je suis en plein milieu, j'ai 32 ans, j'ai plus de subventions, j'ai plus d'aide, j'ai plus de réduction. Alors que quand on est dans les extrêmes, c'est là que c'est super. Tu vois, enfant, t'as aucune responsabilité, tu te fais dessus, c'est pas grave. Vieux, t'as aucune responsabilité. T'as aucune responsabilité, tu te fais dessus, c'est pas grave. Non. Alors qu'aujourd'hui, là, si je me fais dessus, on est d'accord, ça casse l'ambiance. Hein, le milieu de la vie, c'est galère. D'ailleurs, c'est pour ça, hein, Laetitia, pourquoi tu crois que les mecs en régie, la jeune équipe, boivent des shots tout le temps avant l'émission? Et pourquoi ils sont alcooliques? Hein, c'est parce qu'ils fuient cette vie. Hein, ils fuient toute la vie du milieu. On veut oublier. T'as déjà vu des vieux boire des shots? Jamais. Jamais. Et si vous voyez un enfant boire des shots, il faut lui dire non, non. Mais je suis d'accord. Bonne soirée. Merci beaucoup, Alexandre Kominak, et merci à vous toutes et tous ce soir sur ce plateau. Le point sur le centre, cette force politique qui a le vent en poupe aujourd'hui, c'est fini. La semaine prochaine, on repartira du côté de l'Ukraine pour un point sur la guerre et ses implications dans le monde, avec notamment l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine et une très belle soirée à vous toutes et tous sur L'Aimant Bleu.